Ah, nous revoilà. Est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que nous sommes de retour? Bon, bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. C'est bon, super. Bon, c'est un problème de OBS, je sais pas pourquoi OBS ne veut plus me connecter. Même là, actuellement, il me dit que la connexion est encore en cours. Donc, écoutez, on va continuer comme ça en espérant que ça ne recommence pas. Alors du coup, ça m'arrêtait en plein milieu d'une étape. Ça, c'est vraiment le truc le plus dangereux à faire sur un Lego. Je suis hyper content d'enfin monter cette girafe parce que du coup, ça va faire un petit moment que elle est dans ma chambre à l'état de carton. Là, je peux enfin la monter. Ça fait bien plaisir. Euh, Effectivement, il fait très très chaud pour le Kigou. Voilà, petit moment un petit peu. Mais bon, on se connaît bien maintenant, nous sommes intimes. Voilà. Et du coup, je ne sais absolument plus où j'en étais. Ce que je disais, que voilà, les girafes sont inféodées à la savane arborée. Qu'est-ce que j'oublie? Attendez, hop, voilà, j'oublie ça. Qui vient ici. Bon, pour l'instant, voilà, hein, c'est pas mal. On a l'insertion des pattes avant, des pattes arrière. Ou arrière et avant d'ailleurs, mais non, non, ce serait bizarre, je pense. Alors, on continue, on continue. Euh, 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 euh. Pas toujours évident de bien voir où on met parce que tout se décale au fur et à mesure qu'on avance. Mais ce qui est logique d'ailleurs. Mais ok. Ensuite, ça vient là. Ça vient là. Ça vient là. Alors, continuons sur les girafes. On a longtemps pensé que les girafes étaient des animaux qui ne communiquent pas, qui sont complètement euh, muets. En fait, on s'est planté. Euh, euh, et du coup, voilà, on pensait que ces animaux associés, on les a même décrites parfois comme des animaux extrêmement froids, des mères frigo un petit peu, qui ne s'occupent pas de leurs petits, qui n'ont aucun attachement à eux. C'est évidemment complètement faux, hein. Une chercheuse qui a pu constater un véritable deuil chez une mère girafe dont le girafon était mort et qui a veillé sur la dépouille pendant plusieurs jours. Une girafe, il faut qu'elle mange entre 6 et 60 kilos de nourriture par jour en fonction de la saison et de la disponibilité. Mais ne pas manger pendant plusieurs jours comme ça, c'est un risque complètement fou qu'elle ne peut absolument pas se permettre de prendre. Donc, veiller comme ça sur la dépouille de son petit était un comportement hyper risqué. Et donc, oui, c'était clairement quelque chose d'irrationnel. C'était pas un comportement logique et dicté par un instinct de survie quelconque. On était sur un deuil. Donc, cette réputation des girafes est complètement injuste et injustifiée. Si ce n'est par l'histoire de la recherche, hein, j'y reviendrai un petit peu après. Mais les girafes sont des animaux sociaux, comme la plupart des animaux qui existent.
Simplement, on ne les comprenait pas. Pour une simple et bonne raison, on ne les entend pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'émettent pas de bruit. Hein. Absence de preuve n'est toujours pas preuve d'absence. Simplement, on ne les entend pas. Alors, si on ne les entend pas, deux solutions. Soit elles émettent des ultrasons, trop aigus pour qu'on les entende. Soit elles émettent des infrasons, trop graves pour qu'on les entende. Et vu la taille du bestiau, vous vous doutez bien que la bonne réponse est la numéro 2. Les girafes communiquent par infrasons. Alors, on passe au deuxième sachet. Petite étape ASMR, Lego. Et on continue. Alors je mets ma petite chicorée en même temps, c'est toujours important de rester. Alors oui, ma tasse est aussi une tasse girafe, mais bon. Du coup, on va... Ah, alors, on laisse le corps principal de côté pour l'instant, on fait une petite étape. Bon. On va laisser un petit peu de côté enfin, la girafe. Je vais vous parler un petit peu de la science de la girafe, comment on connaît tout ça. Et du coup, ça va être le moment pour moi de vous reparler de justement cette fameuse Anne Innisdag. Donc Anne Innisdag, c'est une Canadienne qui est née en 1933, le 25 janvier pour être plus précis. Je crois, attendez, je vérifie ça. C'est ça, 25 janvier 1933, donc au Canada. Et toute petite, elle a, elle a découvert elle a vu des girafes au zoo. Le coup de foudre a été instantané. Elle a compris à juste titre que c'était le plus bel animal du monde. Et elle s'est dit que ce serait super de les étudier. Elle est à l'école, au lycée, mais ils les ont pas étudiés. Donc elle allait faire des études de biologie. Toujours pas de girafe à l'horizon. Ah, bon, un peu frustrée, mais c'est pas grave. Elle se dit qu'elle va faire son master. Pas de girafe. Et quand elle cherche de la bibliographie sur les girafes dans les bibliothèques universitaires, rien. Tout juste quelques ouvrages de quelques pages écrits à partir de spécimens de captivité dans les zoos. Donc finalement, rien de bien sérieux sur les girafes. Et bien qu'à cela ne tienne, elle s'est dit qu'elle allait les étudier elle-même. Et donc, alors, de manière complètement autonome, alors ça va sur le poitrail, je pense, notre girafe. On est en 1956, elle a en poche son master et elle décide de partir toute seule en Afrique étudier les girafes. Alors, on parle d'une femme seule en 1956. Autrement dit, compliqué. Tout le monde n'est pas forcément beaucoup très supportif. Sa mère la soutient énormément et elle a à l'époque un amoureux euh, qui lui dit tu veux pas plutôt rester qu'on se marie et puis tu verras ça après. Mais sa mère et elle savent très bien que si jamais elle reste et qu'elle se marie, eh bien ma foi elle ne partira jamais et donc elle décide de partir en Afrique pour étudier les girafes. Elle a écrit des lettres à des scientifiques, voilà, elle a essayé de trouver une place. Et elle a essuyé des refus, refus sur refus, encore et encore. Elle baisse pas les bras, ça dure plusieurs mois, elle continue. Elle contacte quelqu'un qui travaille en Éthiopie, je crois. Elle contacte Louis Leakey, qui sera célèbre un petit peu plus tard, je vous explique pourquoi après. Euh, et elle s'entête, mais ne trouve rien. Elle change de stratégie et elle continue à écrire du courrier, mais cette fois en fait elle ne signe plus de son nom complet, elle signe avec son initiale pour qu'il ne soit pas trop évident aux yeux de tout le monde que c'est une femme. Jusqu'à ce que en Afrique du Sud quelqu'un lui réponde favorablement, quelqu'un qui tient un ranch qui a des petites chambres de libre et à côté du ranch il y a un troupeau de girafes et qui lui dit que il peut l'héberger. Elle dit d'accord, et puis elle débarque. Alors évidemment, quand il se rend compte que c'est une femme, le premier réflexe, c'est d'essayer de la renvoyer. Mais bon, bah, elle est là, elle reste, elle s'installe. Elle s'achète une petite 2 chevaux avec son argent de poche d'occasion. Et là, elle va étudier les girafes. Euh, je vois pas ce qui te fait dire que j'apprécie les girafes, Coco. Aucun indice.
Donc tous les jours, elle part dans sa petite voiture étudier les girafes à côté du ranch. Et c'est comme ça que sont menées les premières études. C'est aussi pour ça qu'il y a des erreurs, parce que les premières études, eh bien, celle qu'il les fait avec ses moyens, qui sont techniquement et financièrement limités. Donc c'est la première à écrire que les girafes ne communiquent pas. Aujourd'hui on sait que si, mais en 1956, quand on est la première personne à étudier les girafes sur le terrain, eh ben, on passe à côté des infrasons. C'est logique. Et donc voilà, pendant plusieurs mois elle fait ça. Elle écrit, elle remplit des carnets entiers de données. Ses recherches d'ailleurs, elle va les publier. Elle écrit plusieurs articles qui sont acceptés avec un certain enthousiasme, il faut le dire. Alors, c'est un petit peu bizarre, mais ok, je dois mettre un œil là comme ça. Et puis elle rentre au Canada. Elle fait sa thèse. Sa thèse porte sur la locomotion chez les girafes, comment elle marche. C'est d'ailleurs un sujet absolument passionnant, rien que ça, puisque bah, c'est un défi hein, pour un animal de cette taille, la locomotion, à ne surtout pas prendre euh, à la légère. Par exemple, elles vont courir avec les sabots qui touchent le sol de manière circulaire, hein, chaque sabot l'un après l'autre, pour éviter que les pattes ne s'en mêlent. Elle fait sa thèse, elle la publie avec succès, enfin elle la soutient son doctorat avec succès, et ensuite elle postule pour devenir maître de conférence et est refusée. Parce qu'il est estimé par la présidence de l'université de l'époque que son travail exemplaire sur les girafes ne signifie pas qu'elle sera compétente pour transmettre du savoir. Ce qu'aucun homme concurrent qui a été embauché n'a eu à prouver autant qu'elle. Bref, on est en 1956 encore une fois. Donc voilà, donc coup dur. Elle repostule plusieurs fois et à chaque fois la même réponse, c'est non. Pendant que son mari, lui, réussit à faire carrière, et bah elle, pas du tout. Donc elle se lance dans des procédures juridiques. Elle écrit quand même un livre pour publier les résultats de ses recherches en Afrique. La première version du livre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la première monographie sur les girafes jamais éditée. Euh, alors elle le fait avec un certain Rufus, j'ai oublié son nom de famille, qui lui était spécialiste de la paléontologie des girafes. Et ensuite, voilà, elle se lance dans des combats juridiques pour faire valoir le problème qu'ont les femmes canadiennes à se faire embaucher dans le milieu universitaire à cause de discrimination sexiste. Ça lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Assez jeune, elle devient veuve aussi, hein, malheureusement. Son mari décède. Donc finalement, en fait, bah, ça a l'air de s'arrêter un petit peu là, cette carrière pour elle. Et elle oublie un petit peu tout ça. Enfin, elle oublie de manière contrainte, hein, mais voilà. Euh, et puis, au début des années 2000, elle est contactée. Elle est contactée par des gens qui sont spécialistes des girafes. Alors, elle ne pensait même pas qu'il y avait des spécialistes des girafes ou que autre, qui ont lu son livre. Elle ne savait même pas non plus que des gens s'embêtaient à lire son livre. Euh, et qui voudraient l'inviter pour une journée d'études. Bon, elle se dit, bon, pourquoi pas, on sera 5-6, ce sera sympa. Et elle se retrouve face à des dizaines de spécialistes des girafes qui ont tous lu son livre. Tout simplement parce que voilà, c'était la toute première à avoir écrit sur les girafes et donc elle était une référence incontournable. Des prix lui sont remis pour son travail, d'autant qu'on s'est rendu compte que eh ben, c'était pas seulement une précurseuse, je sais pas comment on dit, sur les travaux sur les girafes, mais de manière générale sur les travaux sur les animaux. En fait, aller étudier un animal africain sur le terrain dans son environnement, personne l'avait fait avant elle. Ce qui est assez ironique parce que alors, donc, tout à l'heure je vous disais qu'elle avait été un petit peu envoyée péter par un scientifique qui s'appelait Louis Leakey. Alors Louis Leakey, il est très très connu chez les chez les paléoanthropologues et autres archéologues parce qu'il a beaucoup travaillé sur
et les gisements paléontologiques d'Afrique. Mais il est aussi connu pour avoir vivement encouragé des étudiantes à partir étudier les primates. Elles étaient trois, alors il y en a une dont je me rappelle jamais du nom et c'est vraiment pas ouf, qui a travaillé sur les orang-outans. Et puis il y avait deux autres étudiantes qui elles sont devenues très célèbres, puisque c'est Diane Fossé, spécialiste des gorilles, et Jane Goodall, spécialiste des chimpanzés. Et elles ont été encouragées à fond par Louis Leakey. Alors pourquoi est-ce qu'il a refusé Jane Goodall quelques années, Annie Nisdag quelques années avant, bah on sait pas trop. Toujours est-il que voilà, Anne Nisdag c'est la première, quelques années avant Jane Goodall et Diane Fossé. Et donc du coup elle a une reconnaissance pour ses travaux. Alors c'est là qu'elle rejoint de nouveau le milieu de la recherche sur les girafes, recherche et conservation, hein, puisque c'est un problème qui est fortement apparu entre temps. Les girafes sont des animaux menacés. Et du coup elle a appris toutes ces erreurs qu'elle a écrites, toutes ces fois où elle s'est trompée. Elle a découvert que malgré ce qu'elle a dit, oui les girafes sont des animaux sociaux, oui elles communiquent, oui elles se soucient de leurs petits. Et du coup, en fait, elle a juste réécrit son livre. Elle a repris les travaux qui ont été faits depuis et sa monographie, elle a entièrement reprise et corrigé. Euh, Moi, je trouve ça extrêmement fort. Bon, je suis peut-être pas objectif sur cette personne, mais d'accepter de reprendre intégralement ses travaux pour y ajouter les. Ça a l'air à la fois complètement évident et normal, et en même temps, tout le monde ne le fait pas. Bon, en tout cas, elle l'a fait sans aucun souci, ce qui fait qu'aujourd'hui, son livre est de nouveau un livre totalement d'actualité scientifique. On peut le lire sans aucun souci, si ce n'est qu'il n'est pas traduit. Alors, on a quasiment fini l'étape. Là, on voit qu'on a commencé à faire les. On a fait les flancs, hein, on commence à installer les taches de la robe de la girafe. Alors, j'ai du mal avec le raisonnement en 3D et pourtant, je ne tiens pas le Lego dans le bon sens. Je me mets vraiment d'handicap tout seul comme un grand. Pas très malin. De l'autre côté, ça saurait. Alors, on y est presque. Sur les flancs de la girafe. Bon, ça avance étonnamment vite. J'avais peur que ça dure 3 ou 4 heures. Alors, je sais pas combien de temps on est, puisqu'il y a eu une déconnexion. On a 40 minutes. Et ma foi, ça avance plutôt bien. Je suis content. Hop. Bon, les tâches sont complètement aléatoires, hein, mais là, il y a aussi la limite de la faisabilité et puis des pièces Lego. Hein, comme on est sur un 3 en 1, j'imagine que c'est pas aussi souple que si c'était un kit entièrement consacré à la girafe. Ah, on pose le corps 2 minutes et on va faire la queue. Alors, faut pas se tromper de pièce à la base, c'est mieux. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur la queue des girafes, mis à part que elle est longue et elle se termine avec de longs crins noirs qui permettent de. Ouais, il y a quelque chose qui va pas là. Ouais, voilà. Qui permettent de chasser les mouches en fait, hein, un peu comme la queue des vaches, elles vont se fouetter euh, avec le bout de leur queue pour chasser les mouches. D'ailleurs, à l'époque coloniale, hein, parmi toutes les choses détestables qu'on pouvait faire, eh bien, un objet assez commun, c'était un chasse-mouche en queue de girafe. Donc, quand on abattait la girafe, on récupérait sa queue, on la faisait sécher et on en faisait un chasse-mouche parce que voilà. Bon, j'ai rien de poli à dire sur cette pratique. Si ce n'est que heureusement qu'on l'a arrêté aujourd'hui. Évidemment, la girafe est un animal protégé, hein, bien heureusement.
Mais très clairement, dans cette histoire, il n'y a rien qui va. Mais voilà, si un jour vous pouvez aller dans un muséum d'histoire naturelle ou autre, ou tout simplement dans un zoo, hein, que vous pouvez voir une girafe de relativement près, jetez un petit coup d'œil hein, sur leur queue, c'est assez, assez spectaculaire. D'ailleurs, voilà, hein, là, le crin il est un petit peu monobloc, on dirait un petit peu un dard de scorpion, mais bon, il faut bien pouvoir le représenter. Donc voilà. Hop, on a la queue de la girafe. Alors souvent elle pend un peu comme ça. C'est une queue qu'elle va un petit peu relever parfois quand elle court, ou surtout quand elle court pour fuir un prédateur. Là évidemment on met la queue hors de portée parce que c'est un des éléments accessibles. Allez, on passe au sachet numéro 3. Alors là c'est la première fois que ça m'arrive, soit il me manque une pièce. Ah oui, ça il me manque une pièce. J'allais dire souvent dans un sachet il y a les petits éléments sont mis en rade au cas où il en manque parce que ça se perd assez facilement. Et là il m'en manquait un donc j'ai utilisé celui du sachet précédent mais c'est bon, il était juste sous le manuel. Pardon, je me réhydrate au fur et à mesure. Mais en fait de parler beaucoup ça donne soif. Alors là manifestement on est parti pour faire la tête. Et bah c'est parti, on fait la tête. Donc voilà, donc Anne Inisdag en tout cas a repris ses travaux, a mis son livre à jour. Alors je ne l'ai pas encore lu en entier, mais il est hyper complet hein, sur la vie des girafes, leur biologie, leur paléontologie, leur conservation. Vraiment, tout est abordé, c'est hyper impressionnant. Et donc du coup, en y associant les travaux des autres chercheurs et chercheuses. Et bon, on va un petit peu parler de comment vit une girafe. La vie de la girafe, c'est pas une vie facile parce que bah, c'est la vie dans la savane. Hein. Et ça, le girafin, il le sait tout de suite puisque à la naissance, il va tomber de bam, 2 mètres de haut. Alors la gestation, elle dure en moyenne 15 mois. Donc c'est long. Un girafon qui dès la naissance va mesurer jusqu'à 1,80 m et peser entre 40 et 80 kg. Donc on est quand même sur le beau bébé. Hein. Très clairement, il y a du mérite. Alors il est extrêmement souple hein, à la naissance, les cartilages ne sont pas encore faits, etc. Ça lui permet à la fois de faciliter l'accouchement, d'éviter les blessures à la chute. Et ensuite il va très très vite devoir se mettre debout et commencer à s'alimenter. Alors du coup j'ai souvent lu que la maman l'abandonnait s'il n'était pas suffisamment rapide pour se mettre sur ses pattes et pour commencer à se nourrir. Et du coup je me demande dans quelle mesure est-ce que ça fait partie des idées préconçues liées à ces erreurs d'observation ou si c'est véritablement, véridiquement vrai. Je ne sais pas, faudrait vérifier. Hop là, cette petite pièce là. Bon, je pense qu'on est sur la longueur du cou, hein, a priori. Et donc ensuite, pendant un an, il va rester avec... je suis désolé, j'ai le kigou qui me gêne un peu. Pendant un an, il va rester avec sa maman, boire du lait. Mais en fait, il ne reste pas exactement à côté de sa mère. On a souvent dit que la maman était, comme je vous disais, une mauvaise mère qui l'abandonnait. Non, c'est que quand il est petit, il n'est pas hyper rapide, il n'est pas costaud, il est plutôt fragile. Et finalement, sa meilleure défense, c'est la discrétion. Et être discret à côté d'une maman de 4 ou 5 mètres de haut, c'est pas évident. Du coup, la mère laisse le petit tout seul dans des fourrés.
tant qu'il est suffisamment petit. Lui, il reste allongé toute la journée. Et 4 à 8 fois par jour, elle va repartir le voir pour le nourrir. Et puis au bout d'un moment, il est suffisamment grand et ils vont rejoindre un groupe avec d'autres mères et d'autres girafons. Girafon ou girafo, hein, on peut dire les deux, c'est comme vous voulez. Et là, ce groupe va faire un peu effet garderie. C'est-à-dire que il va y avoir des femelles, alors généralement une en plein jour, qui garde les petits restent avec elles pendant que les autres femelles s'alimentent. Et puis elles vont échanger leur rôle et comme ça, voilà, à tour de rôle, elles vont monter la garde. Donc on est littéralement sur une garderie de girafes. Alors quand ça a été observé, il est devenu absolument évident que les girafes pouvaient communiquer parce qu'il y a un système d'organisation quand même. Et puis la nuit, généralement, ce troupeau se réunit. Alors les girafes sont des ruminants, hein. Et du coup, pendant que quelques femelles vont continuer à monter la garde, les autres vont se reposer, euh, et ainsi de suite. Pour qu'une girafe elle puisse dormir, il faut qu'elle s'allonge et qu'elle tourne son cou, qu'elle le rabatte sur son corps pour pouvoir poser la tête sur la hanche et dormir dans cette position. Autrement dit, il faut qu'elle soit en confiance parce que le temps de se réveiller, d'émerger et de se redresser en cas de danger, c'est compliqué. D'où le fait que les autres montent la garde. Et dès qu'un lion ou des hyènes sont détectés, hop, tout le monde est réveillé et prêt à détaler. Les girafes, elles peuvent courir à 50 km/h. Donc on est sur vraiment un animal rapide qui va pas s'embêter à se bagarrer en cas de danger. Maintenant, si jamais elles n'ont pas le choix, par contre, ce sont de redoutables combattantes, hein. Les soigneurs animaliers se méfient toujours parce que un coup de patte de girafe dans la tête elle n'existe plus, elle n'est plus attachée au corps. Et du coup, les lions ne chassent pas souvent les girafes adultes parce que c'est effectivement une chasse hyper dangereuse. Ils vont pouvoir chasser essentiellement en meute sur la tactique de l'embuscade, mais de front, ils ne pourront jamais la rattraper et par l'arrière, il y a quand même un gros risque d'y perdre la vie. Par contre, le girafon, on peut dire les deux, lui, c'est une proie pour les lions, pour les hyènes, les léopards, les guépards. Euh, et en gros, il y a à peu près un girafon sur deux qui va atteindre l'âge adulte. C'est pas énorme, comme on l'a dit, hein, c'est un girafon au bout de 15 mois de gestation. Et puis la femelle ne va pas s'accoupler avant un an, donc on n'est pas sur une espèce qui se reproduit, qui pullule. Hein, c'est pas, ça ne pullule pas. Alors, d'accord, ça va là. Ça va là, ok. Et arrivé, alors au bout de un an, le petit arrête de téter et reste avec sa mère, mais mange des branchages et des feuillages. Ils sont pas en compétition puisqu'ils font pas la même taille, donc ils mangent pas les mêmes. Et il va rester avec elle encore 6 mois, ça peut être au moins, ça peut être un petit peu plus. Là, ça dépend beaucoup. Il y a des tanguis chez les girafes. Mais en gros, à un an et demi, les petits sont autonomes. Les girafes, après, ensuite, alors c'est vrai qu'elles ont quelque chose qu'on ne comprend pas trop, mais elles ont des liens sociaux hyper lâches. Des fois, elles vont rester dans un groupe hyper longtemps, et puis du jour au lendemain, elles s'en vont. Elles restent toutes seules quelques temps, et puis un petit peu plus tard, elles reviennent ou elles rejoignent un autre groupe. Bon, voilà, c'est quelque chose de qu'on n'explique pas forcément bien. C'est pas très grave non plus. Euh, hop là. On continue à faire les tâches du coup. Avec un petit cœur, c'est pour montrer tout notre amour. Euh, et ensuite lui. On retourne. Euh, pour les... Et donc voilà, c'est comme ça que vont vivre les femelles avec voilà, des petits successifs, vie un petit peu en solitaire, vie un petit peu en groupe. Euh, et ma foi, elles vont faire leur vie comme ça.
Chez les mâles, c'est un petit peu différent. Alors il y a aussi ce côté un petit peu solitaire, un petit peu en groupe. Simplement, chez les mâles, par contre, il y a une forte compétition sexuelle, concrètement. Hein. On est sur euh, une hiérarchie. La hiérarchie est relativement stricte. Et le but de cette hiérarchie, c'est de savoir qui aura un droit de reproduction sur les femelles. Alors, ça ne veut pas dire que les femelles n'ont pas leur mot à dire, hein, simplement il y aura des préférences, c'est vraiment la sélection sexuelle. Généralement, la hiérarchie, c'est le plus simple, c'est le plus fort euh, qui gagne. Comment on détermine le plus fort? C'est souvent le plus âgé parce que c'est lui qui aura le crâne le plus lourd. Le crâne chez les girafes est à croissance continue, particulièrement chez les mâles, notamment les petites cornes que je mentionnais tout à l'heure, qui en fait s'appellent des ossicones. Alors pourquoi ce ne sont pas des cornes? La corne, c'est un os du crâne. Euh, alors oui, c'est vrai que les taches sont très joliment faites, et ça va être une grande girafe, ouais. Alors chez les cornes des bovidés, par exemple, on est en fait sur un os du crâne. Hein, alors je fais des gestes sur ma tête, mais vous ne me voyez pas, bien sûr. C'est un os du crâne qui va pousser une excroissance osseuse et qui va être recouvert ensuite de kératine, cette matière qui compose nos ongles et nos cheveux, ce qui donne quelque chose d'extrêmement solide. Voilà, ça c'est pour les vaches et les antilopes. Chez la girafe, on est aussi sur une excroissance osseuse du crâne, mais cette fois qui va être recouvert de peau. Et pas du tout d'os. C'est pour ça que c'est une catégorie différente, on va appeler ça des ossicones, et ces ossicones, on ne les retrouve que chez les giraffidés, girafes, mais aussi les okapis. Alors là, on a retourné notre kit, et on continue à mettre des petites taches en forme de cœur, parce que, let's go, j'allais dire des petites taches en forme de girafe, ça y est, c'est le début de la décadence. Là. Pour l'instant, ça fait un peu effet tentacule de poulpe. Hein. Bloup, bloup, bloup. Alors maintenant la tête. Ah, c'est la crinière, je pense. Eh bien oui, ça y est, nous avons été rejoints par ma sœur, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle trouvait les okapis moches. Voilà, vous pouvez la blâmer ici en direct. Bouh, vive les okapis. Non mais alors, c'est vrai que... Attends. Hop. Voilà, là, c'est ce que je vous montrais ici tout à l'heure. On a les deux petites cornes. Ah ben, alors, la vue de face, on voit très bien. Donc, les deux petits ossicones. Et si on tape. Parce qu'on se trompe souvent, on pense que les girafes ont deux ossicones. En fait, elles en ont au moins trois. Ce qu'on ne voit pas sur cette image, c'est dommage. Mais là, on le voit plutôt bien. Vous voyez cette troisième bosse qu'il y a sur le front. C'est le troisième ossicone. Ah ben voilà, sur celle-là, on le voit très bien. Et là, vous voyez ces ossicones sur le haut, ils sont un petit peu dénudés, là c'est apparent. Ce doit être un vieux mâle qui, à force de se battre pour établir la hiérarchie, et bien du coup, à l'arrière, à le sommet de l'ossicone est un petit peu dégarni. Sur cette girafe, on voit deux boules à l'arrière, donc ça doit être ce qu'on appelait avant la girafe de Rothschild. Ça doit être donc une girafe de Nubie en fait. Et effectivement, cette sous-espèce-là a deux petits ossicones supplémentaires à l'arrière du crâne qui pour le coup ne sont pas mobilisés dans la bagarre. Allez, une dernière, on voit bien ici les ossicones. La bagarre, parce que donc, comme je vous disais, ça va être les mâles les plus vieux qui vont avoir le crâne le plus lourd, la taille la plus importante. Donc c'est souvent eux qui vont être les mâles dominants. Néanmoins, si jamais il y a conflit, parce que un petit jeune se sent un petit peu sûr de lui, eh bien il y a une remise en question de ce statut.
Et dans ce cas-là, la première chose qui va être faite, c'est de vérifier, de tester. Comment? En se mesurant. On essaye de voir un petit peu qui est la plus grande girafe. Décidément, chez les mâles du règne animal, c'est une sale habitude. Et généralement, ça suffit, hein. Le plus petit, le plus jeune, souvent du coup des deux, va légèrement s'incliner et laisser passer. Et d'ailleurs, le mâle dominant va avoir pour habitude, pour marquer sa dominance, de couper la route aux autres girafes. Il est mal poli. Et généralement, du coup, voilà, les autres girafes le laissent passer. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner pour l'instant, c'est très étrange. Euh, et puis, du coup, parfois, quand on se mesure, ça ne suffit pas à régler le problème. Un des deux veut quand même se battre. Pas de souci, ça finit en bagarre. J'ai plutôt envie de parler de duel parce que c'est tout à fait codifié. Les girafes mâles qui vont se bagarrer ne le font pas n'importe comment. Ils vont faire ce qu'on appelle du necking, alors de l'anglais neck, coup. Hein. C'est-à-dire que en prenant élan avec leur cou, ils vont se donner des gigantesques coups de boule. Là, c'est pareil, pas n'importe comment. Ils visent l'autre avec leurs ossicones. D'où le fait que, tout à l'heure, je vous montrais sur l'image, le vieux mâle doit être. Ça doit être un vieux mâle, puisque, à force de se taper sur la tête, quelque chose d'assez intelligent là aussi, euh, ils finissent par perdre leur peau. C'est quelque chose qui va être graduel pour laisser toujours une chance au perdant qui est assez vite identifié de se retirer avant que le combat ne dégénère définitivement. Et puis du coup parfois ça dégénère définitivement. On se retrouve avec des combats absolument phénoménaux. C'est hyper bruyant hein, un necking. Quand il se donne à fond, les coups retentissent à plusieurs centaines de mètres à la ronde, avec des blessures qui peuvent être hyper graves. Hein. Il s'arrache de la peau, il se brise des os, ça peut aller jusqu'à la mort d'un des deux combattants. C'est excessivement rare, mais dans l'absolu, c'est possible. Et du coup, eh bien, le gagnant va pouvoir se la péter un petit peu, le perdant va prêter allégeance, c'est-à-dire en lui faisant en s'inclinant, en lui faisant des caresses, etc. Il n'y a pas de rancune chez les girafes, a priori. Et ensuite, eh bien, du coup, il va être temps pour le gagnant de se reproduire. Donc en fait, il va aller voir les girafes femelles. Une girafe femelle qui est prête à se reproduire va généralement le faire savoir. Elle va être un petit peu aguicheuse. Alors du coup, le mâle va quand même vérifier. Les girafes mâles ont un test chimique extrêmement précis pour savoir si... je me suis fait agresser par ma pièce, disons. Pour savoir si une femelle est réceptive, on va dire qu'ils font du flaming. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont goûter leur urine. Donc ils vont prendre un petit jet d'urine de la girafe femelle dans leur bouche. Ensuite, ils vont faire une rétroalfaction, ils retroussent les lèvres et tout. On est sur une vraie stratégie. Il me manque une pièce là. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié quelque chose. Hop là. Rien de dramatique. Donc ils font ce flaming pour savoir si la femelle est réceptive et si c'est le cas, on va pouvoir passer à une copulation qui entraînera généralement 15 mois plus tard la naissance d'un girafe. Hop. Et hop. Alors, pardon, je me concentre un petit peu sur la fin de cette étape. L'espérance de vie d'une girafe, c'est 20 ans dans la nature. Il y en a qui sont plus vieilles que ça, hein, évidemment. On a des doyennes de girafes. Et elles sont plutôt en forme, mais quand même, elles commencent à prendre un sacré coup de vieux.
Et donc voilà, une espérance de vie de 20 ans. Je crois que le record, c'est une girafe française en zoo qui avait atteint les 25. Vraiment une très très vieille girafe. Et donc là, on vient de fixer les ossicones. Voilà hein, les ossicones. Donc là, on voit plutôt bien les yeux, des petits sourcils et puis les ossicones. Alors la petite touffe noire en haut, ça va être la petite touffe de duvet. Il n'y a pas vraiment l'ossicone central, donc on va dire que notre girafe est une femelle ou un très jeune mâle, c'est possible aussi. Et finalement, j'ai même pas été très précis sur les tailles. La girafe, c'est actuellement l'animal terrestre le plus grand, pas le plus gros. Hein. Le plus gros, c'est un honneur qui revient à l'éléphant. Mais le plus grand, ce sera la girafe, avec des femelles qui vont faire 4 à 5 mètres de haut et des mâles qui vont faire plutôt 5 voire 6 mètres de haut. Non, peut-être pas 6. Bon, en tout cas, qui sont plus grands que les femelles. Hein. Il y a une certaine. Euh, comment on dit quand un mâle ne ressemble pas à la femelle, c'est un difformisme sexuel. Donc voilà, on vient d'attacher notre tête au cou. On peut dire que ça valait le coup. Donc il y a un certain dimorphisme sexuel avec des femelles effectivement plus petites que les mâles. Alors, et maintenant, on rattache ça au corps. Ouais, pas mal, on comprend mieux pourquoi on s'embêtait à faire une forme circulaire comme ça. C'est pas mal du tout ça, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire. Ok. On finit les épaules. Et on va pouvoir cacher ces petites articulations là, la scapula de la girafe qui est pas forcément hyper esthétique. C'est normal, c'est prévu. Hop, et voilà, c'est planqué, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve que ce kit est bien fait. C'est intelligent. Mais c'est souvent le cas avec Lego, mais encore une fois, je ne suis pas du tout objectif. Ok, et on passe au sachet numéro 4. Qui sera la patte arrière gauche. Alors, petite pause boisson. Bon, du coup, maintenant, j'attends le kit Lego Okapi. Il n'y a pas à y couper. Alors, vous le savez, hein, le moment le plus périlleux pour une girafe, ça va être le moment où il faut boire. Extrêmement délicat pour une girafe de boire parce que, bah voilà, vu sa taille, c'est une épreuve. Donc, pour boire, une girafe va devoir se baisser pour mettre la tête au niveau de l'eau. Alors, comme elles aiment vraiment pas ça, elles vont boire tous les 3, 4, voire 5 jours. Et le reste de leur hydratation, elles l'obtiennent par les feuilles qu'elles consomment. Mais ce sera quand même pas suffisant. Hein. La girafe, c'est pas non plus un chameau, c'est pas un camélidé. Donc, malgré tous ces efforts, fatalement, il va y avoir le moment où il va falloir se résoudre à boire. Pour ça, elles vont soit écarter les pattes avant et baisser le cou, soit les plier vers l'arrière, un petit peu étonnant, et là aussi baisser le cou. Alors évidemment, si elles n'aiment pas ça, c'est parce que c'est le moment le plus dangereux. Si un lion ou une panthère surgit à ce moment-là et lui saute à la gorge, eh bien c'est réglé, la chasse elle est réussie. Et on peut pas dire que ça n'arrive jamais, hein. Ça arrive de temps en temps. Donc avant de boire, elles vont beaucoup regarder autour d'elles avant de se lancer.
Hop. Et ouais, j'aurais dû le planter avant, mais ma foi, c'est pas grave, ça a marché. Donc là, on vient de faire probablement l'articulation. Alors il faut vraiment que je fasse attention parce que c'est pas un élément central, hein, il y a une symétrie. Donc si je le fais dans le mauvais sens, je pourrais pas le rattraper après. Et j'avais pas pensé, mais ça fait très mal au dos comme position. Ensuite, ici, et puis là. Alors, ces petites pièces-là, c'est pareil, c'est jamais tout à fait les mêmes. Là, c'est pas la bonne. Voilà. Non, c'est pas la bonne non plus, dis donc. Ou c'est moi qui suis idiot ou... Non, c'est bon. Alors, je suis peut-être idiot, mais en tout cas, ça n'avait aucun rapport ici. Euh... Oui, je sais pas pourquoi j'ai la musique de Hawaii 5.0 dans la tête. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Pas trop durement, en tout cas. D'autant que je n'ai jamais regardé la série. Donc voilà, donc tant qu'elles le peuvent, les girafes évitent de boire. Et puis alors ensuite, il y a la question de l'alimentation, donc on l'a dit. Hein. Alors, en fait, les girafes n'aiment pas tant que ça les très hauts arbres, euh, finalement. Elles vont pas mal se nourrir. Parfois, elles baissent quand même la tête pour s'alimenter. Ça pourrait être le sommet des buissons, par exemple, ou autre. Euh, mais voilà, finalement, elles vont pas se tordre le cou à aller chercher les plus hautes feuilles disponibles. Alors j'aime bien parce qu'ils ont vraiment imprimé des petits... Waouh, c'est magnifique. Euh, Ça me fait beaucoup rire. Mais pourquoi pas. Euh, alors, elle consomme plusieurs dizaines d'essences différentes, hein, végétales. Il y a pas trop de discrimination là-dessus. Hop, on fait le verso de la pâte. Évidemment, parmi leurs préférés, il y a le très célèbre Acacia, avec qui il y a une course à l'évolution qui est assez fascinante. Je me rappelle, je l'avais lu étant plus jeune, cet exemple de course à l'évolution dans le roman Le Monde Perdu de Michael Crichton, la suite de Jurassic Park. Euh, où quelqu'un explique un petit peu la course à l'évolution et notamment le rôle des plantes. Hein. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser les plantes comme des éléments passifs qui se font brouter et sont destinés à ça. Non, non, les plantes peuvent contre-attaquer et une de leurs pires ennemies en Afrique, et bien justement, c'est la girafe. La première étape, hein, ça a été les épines, tout simplement. Une plante pour ne pas se faire brouter, cueillir ou autre, c'est les épines. Pas de souci pour les girafes, puisque leur langue est absolument gigantesque. euh, et extrêmement solide, ce qui fait qu'elles vont pouvoir se jouer des épines sans trop de difficultés. Alors du coup, deuxième arme, eh bien, elles vont avoir un goût atroce. Quand elles commencent à se faire brouter, elles émettent voilà une molécule qui est absolument la rend quasiment immangeable. Du coup, pas de souci pour la girafe, elle va se contenter de changer d'arbre plus souvent. Du coup, alors on parle des acacias ici en l'occurrence. Hein. Du coup, pas de souci non plus pour les acacias. Qui vont émettre des phéromones pour prévenir les autres acacias à la ronde qui vont se mettre à leur tour à émettre cette substance, ce tanin qui donne le goût immonde. Et bien pas de souci, les girafes broutent les acacias en remontant
en allant à contre le vent, ce qui fait que les phéromones vont du mauvais côté et elles peuvent continuer à brouter. Dernière adaptation absolument remarquable, certaines essences d'arbres, alors je suis pas sûr à 100% que ce soit l'acacia là par contre à vérifier, euh, ont carrément développé de nouveaux organes, des espèces de grandes loges avec du sucre synthétisé dedans qui leur permet d'abriter des fourmis. Et en fait, elles vont attirer les fourmis. Les fourmis s'installent dans ces loges et c'est toute une fourmilière qui va vivre à l'intérieur même de l'arbre. Et dès que la plante hôte est agressée, eh bien, les fourmis se mobilisent pour la défendre et attaquent le brouteur. Donc quelque chose d'incroyablement remarquable, hein, une relation symbiotique. Mais là aussi c'est pareil, le secret de la girafe, ça va être la rapidité, elle va tout simplement changer plus rapidement d'arbre. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur les girafes? Est-ce que vous avez des remarques à me faire? Est-ce que j'ai dit des bêtises? D'accord, donc là c'est pareil, on va pouvoir masquer la scapula de la girafe, c'est très très cool. Euh, Complexe la patoune, hein. Elle est pas articulée, mais bon, c'est pas bien grave non plus, hein. Ils peuvent pas faire des miracles. Là, je suis déjà très très content de la tournure que ça prend. Hop, et mon petit quart de cercle. Ah, qui joint l'autre, ça fait une petite tache complète, c'est pas mal ça. Euh, Ah, d'accord. Ensuite, je mets ça là, ça là comme ça. Waouh, et normalement ça brille de partout. Et on le fixe ici. Ok. Donc effectivement, on est sur un animal assez imposant. Hop, et maintenant on passe à la patte arrière gauche. Droite, du coup on vient de faire la gauche. Bon, ça va être à peu près la même chose, simplement en termes non, enfin, symétriquement, voilà, en miroir. On va le faire en miroir. Waouh, j'ai galéré. Alors là, c'est pareil, j'ai toujours un problème pour repérer dans quel sens il faut le mettre. Est-ce qu'on est où on est bon? Non, elle a pas de socle. Par contre, il y aura quelque chose au bout de la patte, hein. Là, on va être sur. Euh, ce sera pas laissé comme ça. Je pense que dans les sachets suivants, on aura un petit pied en plus. Sinon, de toute façon, même si les pieds sont grêles, il y en a 4, donc normalement, ça devrait être suffisant. Mais c'est un petit peu tout le secret des girafes, hein. Elles n'ont jamais l'air vraiment stables et pourtant elles ne tombent pas souvent. Alors ceci, pour les vraies girafes, ça reste un vrai, un vrai sujet dans le sens où elles vont vraiment tout faire pour éviter les terrains instables ou humides. Éviter la chute. Euh, Tiens, ici on parlait un petit peu d'histoire des girafes. Parce que bon, les girafes en Europe, on les connaît un petit peu de réputation, de loin, depuis longtemps. En fait, depuis l'Antiquité romaine. Alors avant ça, il y en avait en Égypte. La girafe égyptienne, c'est quelque chose de tout à fait particulier, puisque alors il n'y avait pas forcément de girafe directement en Égypte, il y en a eu dans l'Empire, à l'époque des pharaons. Mais les girafes servaient beaucoup
de cadeaux diplomatiques de tribus ait été offerte. Alors j'y connais rien à l'Égypte antique, hein, je m'y connais en girafe, mais pas trop en Égypte antique. Mais été offerte comme tribu, soit directement au pharaon, au pouvoir impérial, soit à des dignitaires locaux dont j'ai complètement oublié le nom. Ces tribus, on en a plusieurs représentations hein, dans des tombes sous la forme de hiéroglyphes. Et puis ensuite est venue l'Antiquité romaine. Il y a eu des girafes amenées dans l'Empire, notamment dans le Colisée pour le jeu du cirque. Sans grand effet parce que la girafe c'est pas un combattant. Et donc en fait souvent elles étaient pétrifiées de peur, aucune marge pour courir ou autre. Et en fait bon ils ont très vite arrêté d'en faire venir parce que ça coûtait extrêmement cher pour un combat hyper bref et pas un combat en fait, c'était une mise à mort. Et ensuite, bah, une fois qu'on a arrêté de faire venir des girafes pour les jeux du cirque, bah, ça a été un petit peu la fin du contact entre les Européens et les girafes. D'autant qu'elles avaient vraiment disparu de tout ce qui est voilà, vallée du Nil, Moyen-Orient, etc. Elles étaient vraiment plus que dans l'Afrique subsaharienne. Donc malgré les contacts permanents hein, qu'il y a eu entre l'Europe et l'Afrique, euh, pas de girafes à l'horizon. Alors il y en a peut-être eu une, on a retrouvé dans le Berry une mâchoire de girafe, une dent de girafe au fin fond d'un puits. Euh, mais là aussi, probablement un cadeau diplomatique médiéval, hein. Il y avait beaucoup d'animaux qui étaient offerts à l'époque médiévale. Alors pendant longtemps, ça a été l'ours par exemple, hein. Tous les rois d'Europe se devaient d'avoir un ours qui était un symbole royal. Euh, et puis voilà, ça c'est un petit peu évolué. La girafe, assez peu, jusqu'au 15e siècle, je crois, où c'est l'italien Lorenzo le Magnifique de la famille Médicis, si je me trompe pas, mais attention, je dis peut-être des bêtises, qui en a reçu une. Et ça a été la première girafe arrivée en Europe depuis les Jeux du cirque. Elle n'a pas vécu hyper longtemps, mais elle a quand même pas mal fait son effet. Euh, Ah oui, c'est parce que ça recouvre. Waouh, j'ai galéré. Elle a fait son effet. Il y a plusieurs représentations de cette girafe euh, à cette époque-là. Mais la plus connue de toutes, c'est celle qui arrivera en France au 19e siècle, en 1826. C'est Zarafa. Alors je vérifie tout de suite la date parce que j'ai peur de vous dire une bêtise. Zarafa la girafe, 1827. Euh, Première girafe à être entrée en France. Alors elle est peut-être arrivée en 1826 et elle est restée à, à Marseille le premier hiver pour l'acclimatation. Elle a été rejointe par le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris de l'époque et du jardin botanique, du jardin des plantes, qui était Geoffroy Saint-Hilaire. Et ensuite, elle a été ramenée à Paris. Alors, ça a été une longue marche. Elle était accompagnée donc de Geoffroy Saint-Hilaire, mais aussi de plusieurs soldats, de deux vaches qui fournissaient du lait pour elle. Et elle a marché comme ça à pied depuis Paris depuis Marseille jusqu'à Paris, où elle a été présentée au roi, qui était Charles X. Et donc un cadeau du pacha d'Égypte. Cadeau diplomatique très important. Euh, alors nous on appelle cette girafe Zarafa, mais a priori elle n'a jamais été appelée comme ça de son vivant. C'est beaucoup plus tard dans un poème qu'elle a été appelée Zarafa et que le nom est resté. Mais de son vivant, il semble qu'on l'appelait la girafe ou qu'elle avait des surnoms, par exemple la belle du roi. On l'a surnommée la belle du roi, euh, surnom carrément mérité. Et donc elle a vécu au jardin botanique
de Paris dans le jardin des plantes dans la ménagerie du jardin des plantes pendant plusieurs années. Elle est morte en 1845. Donc un petit moment, c'était une femelle qui faisait un petit peu moins de 4 mètres. Alors sa dépouille, elle a été conservée. Aujourd'hui, on peut la voir au Muséum de La Rochelle, au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Il y a plein de représentations de Zarafa et à l'époque, ça avait déclenché une véritable giraphomania. Il y avait plein d'objets à son effigie. D'ailleurs, tout l'arrondissement, je ne sais pas lequel c'est. Je ne connais pas les arrondissements de Paris, mais tout l'arrondissement autour du jardin des plantes a été économiquement entièrement développé grâce à Zarafa. Puisque vu la taille de son enclos, il fallait qu'elle fasse des sorties quotidiennes pour se dégourdir les jambes. Et en fait, les gens allaient prendre le thé, le café ou un pique-nique à ce moment-là pour voir la promenade de la belle dame du roi. Et donc c'est comme ça que sont développés plein de commerces. Et puis il y a eu toute une économie de cette giraphomania avec voilà, des objets, des motifs de tissu. C'est vraiment aller assez loin. Et puis évidemment c'est passé de mode comme tout le reste, ce que je ne comprends pas et que je refuse d'accepter d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a assez vite eu d'autres girafes envoyées dans d'autres zoos. Aujourd'hui, la girafe, c'est un animal assez commun en zoo. On la connaît plutôt bien d'ailleurs. On fait des reproductions avec pas mal de succès. Ce qui peut être relativement important puisque par contre dans la nature, la girafe c'est un animal qui est menacé. Et ça aussi on va un petit peu en parler. Alors je finis ça avant de changer de sujet. Ah oui, cet élément va ici. Hop. Et clac, deuxième patte arrière. Et ben on est pas mal pour l'instant, ma foi. On ouvre le sachet numéro 5. Le dernier. Alors je commence à me dire qu'ils ont peut-être pas fait de sabots, mais franchement ça me décevrait un peu. Enfin de sabots, d'ongles quoi. Allez, c'est parti pour la patte avant. Je sais pas laquelle. Pour une patte avant. Donc ouais, les girafes aujourd'hui, ce sont des animaux qui sont menacés. Pour pas mal de raisons, mais en fait on le sait pas, on le sait pas forcément que les girafes sont des animaux menacés. Quand on parle d'animaux menacés en Afrique, alors on pense souvent, et à juste titre, aux rhinocéros. Je pense vraiment que c'est une question que je pose souvent à mon public en fait quand je travaille. Voilà, je leur dis si je vous parle d'un grand mammifère africain menacé, à qui vous pensez? Et en fait, il va y avoir deux réponses. Il va y avoir le rhinocéros et l'éléphant. Euh, J'avais lu, alors je ne sais plus où, il faut que je retrouve mes sources. Tiens, je vais me le noter ça. Ah ben non, j'ai pas de stylo. Bon, je m'en rappellerai pas, mais c'est pas grave. Euh, J'avais lu en tout cas, voilà, que même si ça a vérifié, que l'animal africain qui a aujourd'hui la plus grande part médiatique, la plus grande médiatisation sur sa menace, c'est l'éléphant d'Afrique. Alors petit détail en passant, en fait il n'y a pas un éléphant d'Afrique, il y a deux espèces d'éléphants d'Afrique, l'éléphant des savanes et l'éléphant des forêts. Mais à eux deux, ils comptabilisent un petit peu moins de 500 000 spécimens. Alors, ça reste une très forte baisse de leurs effectifs. Et l'espèce est effectivement menacée. Mais j'aimerais quand même qu'on précise que ça fait quand même 5 fois plus que les girafes. Les girafes, il en reste en réalité 90 000 dans la nature. Et 90 000, j'ai insisté un petit peu là-dessus, 90 000 au total. D'accord. Donc rappelez-vous, au tout début de la vidéo
du live, je vous disais que les girafes, on en a 8 populations différentes. C'est important, pourquoi? Euh, Parce que bah, c'est 4 espèces et 4 sous-espèces différentes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas sauver la girafe du nord et dire c'est bon, on a sauvé la girafe. Non, on aura quand même perdu la girafe réticulée, la girafe Maasai, la girafe du sud. Et même au niveau des sous-espèces, la girafe de Nubie n'est pas la même, même si c'est aussi une girafe du nord, que la girafe du Kordofan, qui est aussi une girafe du nord, mais c'est pas les mêmes. Et ça, c'est hyper important. Alors pourquoi on ne sait pas que la girafe est un animal menacé? Il y a plusieurs raisons, mais effectivement, bon, il y a le côté où médiatiquement on parle des autres animaux qui sont parfois plus impressionnants ou autres. Et puis il y a un biais de représentation qui est que euh, on voit tout le temps des girafes. À la télé, dans les dessins animés, dans les films d'animation, sur des boîtes de céréales, sur des gâteaux, des paquets de gâteaux. Voilà, la girafe, elle est hyper représentée. Bah, d'ailleurs, voilà, je suis en train de monter une girafe en Lego, quoi. Je veux dire, la girafe, elle est omniprésente. Et ce qui fait que, en fait, chaque année, on va avoir beaucoup plus de girafes dans notre paysage visuel, dans nos représentations, qu'il n'en reste de vivantes dans la nature en réalité. Voilà, donc c'est absolument dramatique. Alors, pourquoi est-ce que la girafe, elle est menacée? Il y a plusieurs raisons. Bon, historiquement, il y a eu le braconnage. On y est allé en bon européen pendant la colonisation. On a massacré tout ça pour se faire des éventails et des chasse-mouches. Euh, et pour la gloire. Euh, et donc forcément, bah, ça a fait diminuer leur nombre. Je comprends pas trop où ça s'attache ça. D'accord, je l'ai fait comme ça. C'est parce que je le tiens à l'envers. Ça va là, tout simplement. Euh, Ensuite, il y a eu les conflits. La démographie a augmenté en Afrique, c'est normal. Les besoins de la population ont augmenté aussi, c'est normal. Donc, il va y avoir un conflit pour l'accès aux ressources. Euh, alors déjà, pour l'accès à l'eau, les troupeaux des populations africaines vont aller aux mêmes étangs que les girafes, parfois. Or, la girafe est un animal hyper timide. S'il y a des vaches à un point d'eau, eh ben, elles vont pas boire. Et à force d'attendre leur tour, eh ben, elles peuvent finir par avoir des problèmes de santé. Accès aux arbres aussi. Les girafes se nourrissent sur les bois, mais les populations locales les exploitent pour le bois. Et là aussi, c'est bien compréhensible. Mais du coup, on a un conflit. Et puis enfin, accès à la terre. Les champs, les potagers, etc. se développent sur le territoire des girafes qui, elles, continuent à y marcher, voire y broutent allègrement parce que elles aiment bien ce qui est planté, notamment les arachides. Et bien légitimement, les gens ne sont pas contents quand une girafe de 2 tonnes a brouté toute leur production annuelle. Donc souvent, alors c'est un conflit qui a du mal à se résoudre. Ça va parfois se résoudre à coups de fusil, ce qui est jamais bien. C'est là qu'il va y avoir des différents modes de préservation, de conservation des girafes qui entrent en jeu. Alors déjà, pour lutter contre le braconnage, il y a la protection internationale. La girafe a été classée comme animal protégé par l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Hop, je suis tourné dans le mauvais sens. Ça va ici. Et donc aujourd'hui, la chasse à la girafe est strictement interdite, alors sauf dérogation nationale. Et c'est là qu'on va tomber dans un système hyper vicelard. J'ai vu des reportages, alors qui en plus les mettent vraiment dans une position de héros. Je suis pas hyper fan. Il y a pas mal de parcs naturels privés en Afrique.
dont les propriétaires manifestement ont des droits, voilà, et autorisent, vendent des permis de chasse spécifiques à une espèce. Donc là, voilà, par exemple, pour une certaine somme, j'aurai le droit d'aller chasser des girafes. Et justifie ça en disant que on n'est pas loin du tout. Il justifie ça en disant que les sommes récoltées permettent de faire fonctionner le parc, de rémunérer ses gardes et finalement d'assurer la protection des girafes. Donc en gros, ils vendent le permis de tuer des girafes pour protéger les girafes. C'est non. Enfin, je vois pas dans quel monde. Enfin, le nôtre, mais voilà, non, c'est non. Mais bon, voilà, le braconnage existe toujours. Après, il y a aussi parfois le braconnage de brousse, hein, c'est-à-dire tout simplement, des gens qui ont faim vont prendre un fusil, tuer une girafe, puis la manger. Bon, là, c'est déjà vachement plus difficile de dire aux gens non, non, on tue pas la girafe si on a faim, tant pis pour vous. Donc non, hein, bien sûr que non. Euh, c'est déjà plus défendable que le riche mec qui veut se prendre en photo avec le cadavre d'une girafe. Ça, voilà, bon, j'arrive pas à comprendre, mais voilà, d'ailleurs, hein, c'est souvent des blancs qui tiennent ces parcs-là. Bon. Enfin bref. Donc il y a toujours ce problème de braconnage, même si depuis que la girafe est protégée internationalement, ça a fortement diminué. Après, il y a toujours des zones de non-droit. Hein. Il y a une grosse population de girafes dans des zones au Soudan où il y a une guerre terrible. Il est évidemment impossible d'intervenir pour protéger les girafes qui sont sur place. Pour ce qui est des conflits avec les populations, et bien là, ça va être les associations qui interviennent. Alors notamment la fameuse Fondation pour la protection des girafes qui a édité le petit PDF dont je vous parlais tout à l'heure et qui me sert de source. Je tiens beaucoup d'informations d'eux. Eux, ils vont tout simplement chercher des solutions à ça, financer des solutions. Par exemple, voilà, s'il y a un conflit pour un point d'eau, eh bien, pas de problème, on va financer un puits dans le village, ce qui fait que les girafes pourront continuer à boire dans leur mare. Le village aura accès à de l'eau, les vaches aussi, et tout le monde est content. Ils vont financer l'installation de clôtures électriques autour, autour des champs. Ou tout simplement aider à lancer des entreprises euh, privées pour gagner pour avoir des sources de revenus complémentaires, parce que souvent quand on coupe du bois dans la savane, c'est pas pour l'utiliser directement, c'est pour le vendre au marché comme combustible ou autre, et donc développer les revenus économiques autres du village permettent de diminuer la pression sur l'exploitation du bois. Et puis le développement de l'écotourisme pour en fait que les gens aient plus d'intérêt à avoir des girafes vivantes que des girafes mortes. Et tout ça, ça fonctionne plutôt bien. C'est en association avec les gouvernements aussi. Hein. La girafe, c'est vraiment un animal hyper symbolique. Et dans les zones où ces associations, ces ONG travaillent, ça fonctionne, les populations de girafes augmentent. Maintenant, elles ne peuvent pas travailler partout, puisqu'on l'a dit, il y a des zones en conflit, il y a des zones où les gouvernements changent, il y a des zones où il y a des urgences humaines graves. Là, je crois que c'est en Namibie où ils traversent une période de sécheresse abominable qui dure, qui dure, qui dure. Et en fait, il a été décidé de mobiliser l'armée pour abattre les animaux sauvages pour nourrir les gens. C'est absolument terrible. Et puis d'un autre côté, voilà, on va pas dire aux gens, non, vous mourrez de faim, cette espèce elle est protégée. Euh, Très compliqué. Et puis ensuite, voilà, donc il y a toutes ces zones où on ne pourra pas protéger les girafes. Et puis il y a le dernier problème, et pas le moindre, de la conservation des girafes, c'est le réchauffement climatique. Avec le réchauffement climatique, on sait qu'il y a une grosse partie des savanes africaines qui risquent fortement
l'aridification, l'assèchement encore pire qu'avant. Ça veut dire moins de nourriture pour alors, tout le monde en fait, hein, les humains, les animaux, une baisse du régime des précipitations et donc une mortalité renforcée chez les animaux, les humains. Il n'y a que des perdants dans cette histoire. Et donc ça va être terrible. Et ce qui fait que l'ensemble de ces menaces font que, alors ça dépend des populations, pas des espèces, mais des populations. Mais aujourd'hui, les girafes sont des animaux intégralement protégés et classés comme vulnérables. Alors, à l'échelle globale, c'est ça, elle est classée vulnérable. Certaines populations, notamment la girafe qu'historiquement on appelait la girafe de Rothschild, est classée en danger critique d'extinction, hein. Il en reste un petit peu moins de 300 à l'état sauvage. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que génétiquement, elle est identique à la girafe de Nubie. Donc en termes de conservation, on va pouvoir pas la laisser tomber, mais peut-être pouvoir en prendre à un endroit et les relâcher à un autre pour compléter la population. On fait aussi pas mal de progrès sur la conservation ex situ, c'est-à-dire la conservation en zoo, euh, avec des progrès vétérinaires et notamment, là j'avais vu un documentaire l'autre jour où ils expliquaient qu'ils avaient réussi à inséminer artificiellement une girafe femelle avec du sperme congelé d'un mâle mort depuis un petit moment. Alors bon, éthiquement, là, dit comme ça, oui, ça paraît absolument terrible. Mais d'un autre côté, 300 individus, c'est le minimum viable pour une population d'un point de vue génétique. Moins de 300, il y a un fort risque de consanguinité. Du coup, avec cette méthode-là, il y aurait peut-être possibilité de réinsérer de la diversité génétique dans des groupes sauvages en inséminant artificiellement une girafe sauvage avec du sperme d'animaux de zoo, par exemple. Bon, il y a des idées, je ne saurais même pas dire si ce sont des bonnes idées ou si elles sont défendables ou pas. En tout cas, il y a ces idées-là pour la conservation des girafes. Là, on est en train de faire les pieds. C'est pas gagné, hein, le combat pour la sauvegarde des girafes. Il y a pas mal de spécialistes qui sont assez pessimistes sur nos chances de réussir à sauver les 8 populations de girafes. Moi, évidemment, j'ai envie de dire qu'il faut toutes les sauver. On verra ce qu'il est possible de faire ou pas. J'avais vu un film, alors c'est un docu-fiction. Comment il s'appelait 2054, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'était 2054. Et ça commençait avec des jeunes dans le futur, du coup, en 2054, qui vont s'acheter des vinyles chez un disquaire. Et à un moment, sur une couverture de vinyle, ils voient un groupe qui est pris en photo avec une girafe. Et ils ne savent pas quel animal c'est. Parce que voilà, elle a disparu et c'est là qu'ils se lancent dans une quête et qu'ils se rendent compte que en fait il y a plein d'animaux disparus que personne n'en parle parce que tout le monde a extrêmement honte à notre génération, hein, la nôtre, d'avoir su que les animaux disparaissaient mais n'avoir rien fait parce que ils voulaient pas changer leurs habitudes de vie. C'est évidemment parfaitement dystopique, j'espère que ça n'arrivera jamais. Des solutions pour aider les girafes, il y en a. Euh, euh, Par exemple, voilà, on peut aider ces ONG qui travaillent toute l'année. Ah, j'avais pas vu que ma machine avait fait tomber. Merci Opal pour le follow et bienvenue parmi nous. On n'est pas de la conclusion. Je fixe les pieds à la girafe. Donc voilà, pour tout vous dire, moi dans 2 semaines, je vais avoir 30 ans et pour fêter ça, je vais parrainer une girafe. Salut, salut et bienvenue parmi nous.
Donc c'est-à-dire que voilà, je vais donner des sous à cette fameuse association pour la protection des girafes. Et du coup, je recevrai plein de nouvelles sur une girafe du programme de parrainage. Et ben merci, on est bien d'accord, les girafes c'est très 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 stylé, c'est les animaux les plus stylés du monde parce que on est parfaitement objectif. Et après 1h43 de montage, il est temps de dévoiler l'objet de ce live, la girafe en Lego. Donc c'est bon, elle a bien des pattes, des petits sabots avec deux doigts à chaque patte. Donc je suis satisfait, c'est anatomiquement correct. On a la queue qui est articulée avec voilà alors ça fait un petit peu d'art de scorpion, mais encore une fois voilà, normalement ce sont de longs crins. Euh, je suis hyper content. Voilà, je tiens à le dire. Euh, elle est plutôt stable, elle tient plutôt bien. Alors oui, quand Coco dit le compliment ultime, elle parle de anatomiquement correct. C'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. J'ai du mal à avoir un angle de vue où on peut la cadrer entière tant elle est grande. Ouais, je suis hyper content. Euh, quand le koala, ben là il faut demander à Lego, hein, malheureusement je n'ai pas de koala sous la main. Je ne sais pas. Il y a pas mal de kits avec des animaux parce que évidemment ça marche toujours très bien. Il y a des animaux de la forêt donc je pense que je le ferai. J'ai un kit qui n'est plus édité, que je n'ai pas encore fait, je me le gardais sous la main. Avec tigre, panda roux et ou poisson rouge. Euh, mais il y a aussi des kits qui sont sortis récemment avec des expéditions scientifiques pour étudier les animaux et j'aimerais bien faire un de ceux-là et parler justement des sciences et des personnes derrière ça. Donc peut-être qu'on pourra parler justement de Jane Goodall et Diane Fossé qui ont quand même fait un travail remarquable, même si Annie Nisdag mériterait d'être plus connue. Il ne faut rien enlever au travail de Jane Goodall et Diane Fossé, travail qu'elle continue. Alors Jane Goodall du coup, hein, puisque Diane Fossé est décédée il y a très longtemps, mais Jane Goodall aujourd'hui elle travaille beaucoup sur la conservation des chimpanzés et voilà, je pensais peut-être en parler un petit peu. Voilà, sur ce Lego en tout cas, moi je suis hyper satisfait du résultat final. Euh, bon, si on devait critiquer un peu, je dirais que c'est dommage. Peut-être une articulation supplémentaire au niveau des pattes ou autre, mais c'est vraiment voilà pour absolument dire quelque chose. Euh, non, c'est extra, c'est extra. Je suis très très content de cette girafe. Euh, et de ce live, bah écoutez, ça va faire presque 2 heures qu'on est ensemble et qu'on parle de Lego. Donc je vous propose qu'on parle de girafe, pardon, qu'on parle de girafe en faisant un Lego. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette fois. Si vous avez d'autres questions sur les girafes ou autres, bah écoutez, vous avez encore quelques instants pour me les poser. Sinon, vous pouvez me les poser sur le serveur Discord. J'y répondrai avec un très très grand plaisir. Et puis sinon, bah, de toute façon, on se retrouve ce soir à 21h, donc dans 3 heures maintenant, pour parler préhistoire, puisqu'on reprend, c'est le mardi manche science, hein. Donc ce soir, on reprend Far Cry Primal. Et on continue à explorer le Mésolithique, à parler d'espèces disparues et à faire la guerre avec des cannibales et des pyrophiles. No king shame, mais quand même. Mardi prochain, il n'y aura pas de mardi manche par contre, parce que je serai à l'avant-première du film Le Seigneur des Anneaux et que je suis hyper content. Donc voilà, je raterai le mardi manche prochain. Mais normalement, on se retrouvera ensuite le jeudi suivant pour jouer au Seigneur des Anneaux online. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez voter sur comment on continue nos aventures sur le serveur Discord, justement. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Pour l'instant, il y a un seul vote, donc cette personne va réussir à gagner le vote par unanimité.
soviétique, mais unanimité néanmoins. Bon, et bah écoutez, s'il n'y a pas de dernière question tout de suite, voilà, n'hésitez pas à m'écrire en tout cas, et aussi à me faire des retours sur ce live. C'est un format assez particulier quand même, j'ai beaucoup parlé tout en montant mes Lego, donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a d'autres activités que vous voyez à part le montage de Lego, hein, là je vois à peu près quels autres Lego je voudrais monter, mais on peut faire autre chose tant que c'est sur une ambiance tout aussi chill. J'ai pensé aussi à du jeu vidéo genre Zoo Tycoon, enfin Planet Zoo maintenant. Ou des trucs, voilà, tant que c'est une activité du dimanche, quoi. On est vraiment sur un dimanche, pas de pression, on boit le thé et on papote. Et ben merci beaucoup, on se retrouve peut-être ce soir, peut-être plus tard, peut-être sur Twitch, peut-être sur Discord ou dans un autre détour de la vie. En tout cas, merci beaucoup d'être resté ici et puis bah à bientôt. Salut salut.